Bienvenue sur la chaîne des rares livres. Aujourd'hui, nous explorons un texte fascinant, L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. Préparez-vous à revoir votre conception du débat. Introduction. Dans un monde où les débats prennent parfois plus d'importance que la vérité elle-même, une question se pose. Comment certains arrivent-ils toujours à avoir le dernier mot, même lorsqu'ils ont tort? Ce n'est pas une question de logique, ni même de justice, mais d'art. Et ce livre, L'art d'avoir toujours raison du philosophe Arthur Schopenhauer, en dévoile tous les secrets. Préparez-vous à plonger dans l'esprit d'un maître de la rhétorique qui expose avec finesse les 38 stratagèmes pour remporter n'importe quelle discussion, que vous soyez dans votre droit ou non. Attention, ce que vous allez découvrir peut aussi bien vous servir à vous défendre qu'à manipuler. À vous de choisir. Chapitre 1. La rhétorique. Un art de persuader, non de convaincre. Dans les annales de la pensée philosophique, rares sont les œuvres qui, par leur audace et leur clarté, osent déchirer le voile des conventions pour révéler la nature brute et souvent dérangeante de l'interaction humaine. Arthur Schopenhauer, le pessimiste lucide, nous offre précisément cela avec son essai incisif « L'art d'avoir toujours raison » ou plus précisément « La dialectique héristique ». Ce n'est pas un manuel pour l'honnête chercheur de vérité, mais un guide impitoyable des stratégies de victoire dans le débat. Un miroir tendu à l'orgueil et à la vanité inhérents à l'esprit humain. Dès les premières lignes de son texte, Schopenhauer nous confronte à une distinction essentielle. Une ligne de démarcation que la plupart d'entre nous préférerions ignorer, celle qui sépare la vérité objective de la victoire dans le débat. Nous avons été élevés dans l'idéal que le débat est une noble quête, un échange éclairé visant à approcher la vérité par la confrontation des idées. Dans un monde idéal, la logique pure et la recherche de la connaissance devraient être les seules boussoles. Mais Schopenhauer, avec son réalisme brutal, déconstruit cette illusion romantique. Il nous montre que dans un débat, le but réel n'est pas de découvrir la vérité, ni même de persuader l'autre de la justesse de son propre argument si celui-ci est effectivement vrai. Le but, et c'est là l'amère pilule à avaler, est bel et bien d'avoir raison coûte que coûte, même au prix de la malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas une incitation à la malhonnêteté, mais une observation clinique de la nature humaine telle qu'elle se manifeste dans l'arène de la dispute. Pour saisir pleinement cette distinction, il est fondamental de comprendre la différence que Schopenhauer établit entre la dialectique héristique et la logique. La logique, dans son essence la plus pure, est la science des lois de la pensée, de la raison en elle-même. Elle se préoccupe de la vérité des propositions, de la validité des inférences, de la cohérence interne des arguments. Son objectif est de parvenir à des conclusions vraies, à partir de prémices vraies, par un raisonnement irréprochable. C'est l'outil du philosophe qui cherche la vérité avec une sincérité absolue, une discipline de l'esprit qui tente de se dépouiller de tout préjugé et de toute inclination personnelle. La logique est une discipline solitaire, une conversation avec la raison pure, dénuée d'adversaires. La dialectique, en revanche, et le Schopenhauer nous l'explique, la technique de la discussion. Historiquement, elle était l'art de la discussion menant à la vérité, de l'échange d'arguments pour élucider une question. Mais Schopenhauer opère une subversion de ce concept. Pour lui, la dialectique héristique est la technique de la controverse, l'art de disputer de manière à avoir toujours raison, que la vérité soit de votre côté ou non. Le terme héristique vient du grec héris, qui signifie querelle, conflit. Il ne s'agit plus de chercher la vérité, mais de gagner. La dialectique héristique est la discipline qui enseigne comment défendre ses affirmations et réfuter celles de son adversaire, quelles que soient leurs valeurs objectives. C'est l'art de la feinte, de la parade, du coup bas, de la diversion, tout ce qui peut servir à faire vaciller l'autre et à asseoir sa propre position, qu'elle soit fondée ou non. La distinction est cruciale. La logique se meut dans le royaume de l'abstrait, cherchant l'universel et l'impersonnel. La dialectique héristique, elle, est ancrée dans le concret de l'interaction humaine, souillée par les passions et les défauts de l'homme. Elle ne se soucie pas de la substance de l'argument de l'adversaire, mais de sa forme, de sa vulnérabilité, des failles de sa présentation et de la manière dont on peut les exploiter pour le déstabiliser. Il ne s'agit pas de savoir si l'adversaire a tort ou raison, mais de le faire paraître avoir tort aux yeux de l'auditoire ou aux siens propres.
Pourquoi cette perversion de l'art du débat? Schopenhauer identifie la source de ce phénomène dans la nature même de l'intellect humain. Il admet que si l'homme était purement rationnel, doté d'une volonté inébranlable de vérité, alors la logique suffirait et chaque débat aboutirait à une conclusion unanime. Mais l'homme n'est pas une machine logique. Il est traversé par l'orgueil, la vanité, l'entêtement, la paresse intellectuelle. Dès qu'une thèse est avancée, même s'il est ensuite prouvé qu'elle est fausse, l'individu aura tendance à la défendre avec acharnement, non par conviction profonde de sa justesse, mais par pure obstination et par peur de paraître avoir tort. Cette tendance à l'entêtement, Schopenhauer l'appelle la perversité innée de la nature humaine. Il voit cela comme une conséquence de notre volonté de préserver notre estime de soi, notre réputation, notre image de personne intelligente et perspicace. Dans ce contexte, l'art du débat devient un jeu de pouvoir. Il s'agit moins d'un échange d'idées qu'une joute verbale, une lutte pour la domination intellectuelle. Chaque argument est une arme, chaque réplique une manœuvre tactique. L'objectif n'est pas d'éclairer, mais de soumettre. Celui qui réussit à faire taire son adversaire, à le rendre confus, à le discréditer, gagne la bataille, même si son argument est objectivement absurde. Le public, souvent peu enclin à l'analyse rigoureuse et plus sensible aux apparences, est le jury qui accorde la victoire, et il est plus facilement impressionné par l'aplomb, l'éloquence ou la capacité à dérouter l'adversaire que par la rigueur du raisonnement. Ce jeu de pouvoir se manifeste de multiples façons. Il peut s'agir de dominer l'adversaire par l'intimidation, en utilisant un ton autoritaire, en le coupant, en le submergeant de questions complexes. Il peut s'agir de le discréditer personnellement, de détourner l'attention de l'argument vers la personne. Il peut s'agir de le forcer à des concessions, de le piéger dans ses propres paroles, de lui faire avouer des implications qu'il n'avait pas envisagées. Dans chaque cas, l'objectif est d'affaiblir la position de l'adversaire non pas en réfutant la vérité de son propos, mais en sapant son autorité, sa crédibilité ou sa capacité à articuler son point de vue. Schopenhauer ne juge pas moralement ces tactiques. Il les observe comme un naturaliste observerait le comportement des animaux dans leur lutte pour la survie. Il reconnaît que cette tendance à vouloir avoir raison est profondément ancrée dans notre nature, souvent de manière inconsciente. Nous avons tous, à des degrés divers, expérimenté la frustration de se sentir juste, mais d'être incapable de convaincre, et inversement, d'avoir gagné un argument tout en sachant au fond de soi que notre position était fragile. C'est cette tension entre l'idéal de la vérité et la réalité du comportement humain que Schopenhauer met en pleine lumière. L'auteur n'écrit pas son essai pour nous encourager à être malhonnêtes. Au contraire, en exposant ses stratagèmes, il nous offre une double perspective. D'une part, il nous rend conscients des pièges dans lesquels nous pouvons tomber nous-mêmes, par orgueil ou par habitude. D'autre part, et c'est peut-être là sa plus grande utilité, il nous dote des outils pour reconnaître ces tactiques lorsqu'elles sont utilisées contre nous. Si l'on comprend les règles du jeu de pouvoir qu'est la dialectique heuristique, on est mieux armé pour s'en défendre et pour éviter d'être la victime des manipulations d'autrui. Il nous enseigne à démystifier le spectacle du débat, à regarder au-delà de la performance pour discerner les véritables intentions. Dans un monde où l'information est reine et où les opinions s'affrontent constamment sur des plateformes toujours plus nombreuses, la distinction de Schopenhauer entre la recherche de la vérité et le désir de victoire est plus pertinente que jamais. Les débats politiques, les discussions sur les réseaux sociaux, les échanges médiatiques sont truffés de ces stratagèmes, où l'objectif n'est pas de parvenir à un consensus éclairé, mais de marquer des points, de discréditer l'opposition, de rallier l'opinion. Comprendre cette dynamique est le premier pas pour ne pas en être dupe. Ce premier chapitre du livre est donc une invitation à la lucidité. Il nous demande d'abandonner nos illusions sur la pureté du débat humain et d'accepter sa nature duelliste, où l'ego et le désir de domination se mêlent souvent à la quête de la connaissance. C'est en reconnaissant ce côté obscur de la rhétorique que nous pouvons commencer à naviguer l'arène de la controverse avec une conscience affûtée non pas pour l'utiliser à des fins malhonnêtes, mais pour nous en protéger et peut-être pour œuvrer à des échanges plus sincères. C'est le début d'un chemin où l'on apprend à se méfier de la victoire facile
car elle peut masquer une défaite plus profonde, celle de la vérité elle-même. Avant de poursuivre cette plongée dans les motivations secrètes de l'humain et les stratagèmes de la mauvaise foi, et de découvrir comment Schopenhauer nous aide à naviguer ces eaux troubles, assurez-vous de vous abonner aux rares livres pour ne manquer aucune de ces explorations profondes et éclairantes. Chapitre 2. Les motivations secrètes. Ego, orgueil et désir de domination. Ayant sondé au chapitre précédent la distinction implacable que Schopenhauer établit entre la quête de la vérité et la soif de victoire dans le débat, nous sommes désormais invités à plonger dans les abysses de la psyché humaine, là où résident les véritables moteurs de cette dialectique éristique. Ce n'est pas par pure malice que l'homme s'écarte de la logique rigoureuse pour embrasser les stratagèmes de la mauvaise foi. Il y est poussé par des forces primaires, des impulsions ancrées au plus profond de son être. La question se pose alors avec une acuité dérangeante. Pourquoi veut-on toujours avoir raison ? La réponse, selon l'implacable lucidité de Schopenhauer, réside dans les motivations psychologiques et sociales qui animent notre besoin viscéral de gagner une dispute. L'intellect humain, aussi sophistiqué soit-il, n'est pas une machine froide et impartiale dédiée à la seule vérité. Il est indissociable de la volonté, cette force primordiale qui, pour Schopenhauer, est l'essence même du monde. Et cette volonté se manifeste en nous sous les traits de l'ego, de l'orgueil et d'un insatiable désir de domination. Le rôle de l'orgueil, de la vanité, est central dans cette dynamique. Nous portons en nous une image de nous-mêmes, une construction mentale de notre propre valeur intellectuelle, de notre sagacité, de notre capacité à comprendre et à analyser le monde. Cette image est précieuse. Elle est le fondement de notre estime de soi, le pilier de notre identité sociale. Lorsqu'un argument est avancé, il est perçu non seulement comme une proposition objective, mais aussi comme une extension de notre propre personne. Si cet argument est réfuté, ce n'est pas seulement la proposition qui est mise en défaut, c'est notre intelligence même, notre jugement, notre discernement qui sont publiquement remis en question. L'ego, blessé, se cabre. Il refuse d'admettre une erreur, non pas par une conviction inébranlable dans la justesse de sa thèse, mais par la peur panique de voir son image ternie, son statut intellectuel dégradé aux yeux d'autrui et, plus profondément encore, à ses propres yeux. L'orgueil intellectuel est un rempart que l'esprit érige autour de ses propres créations, même les plus fragiles, les défendant avec une ferveur qui dépasse souvent la rationalité. La vanité vient renforcer cette inclinaison. Le désir d'être admiré pour son intelligence, sa perspicacité, son érudition, pousse l'individu à vouloir briller, à dominer le débat par la force de ses arguments, qu'ils soient honnêtes ou non. L'idée de se tromper est une tache sur ce tableau de vanité, une humiliation que l'ego refuse d'endurer. La vérité objective dans cette arène passe au second plan derrière la performance, la démonstration publique de supériorité intellectuelle. L'individu s'accroche à sa position non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est sa position et qu'il en a fait un attribut de sa personnalité. C'est pourquoi, comme le souligne Schopenhauer, même lorsque l'on perçoit la faiblesse de son propre argument, la tentation est grande de le défendre avec acharnement, de le parer de toutes les ruses pour le faire paraître solide. L'enjeu n'est plus la vérité de l'argument, mais la préservation de la façade intellectuelle. Cette dimension sociale est cruciale. Comment la défaite est vécue comme une humiliation sociale. Les êtres humains sont des créatures sociales, profondément préoccupées par leur place au sein du groupe, par le respect et la reconnaissance qu'ils reçoivent de leur pairs. Un débat, surtout s'il est public, est une performance, une arène où la réputation est en jeu. Perdre un argument, se voir contredit de manière irréfutable, c'est non seulement admettre une erreur intellectuelle, mais c'est aussi risquer de paraître faible, ignorant ou même stupide aux yeux de l'auditoire. Cette perte de face peut être vécue avec une intensité émotionnelle comparable à une agression physique. La défaite n'est pas seulement la reconnaissance d'une erreur factuelle, mais un échec dans la lutte pour le statut social, une humiliation qui entame la crédibilité et l'autorité de l'individu. Dans ce contexte, le débat est vu comme une lutte pour la supériorité. C'est un combat où la victoire confère un prestige, un sentiment de puissance, une affirmation de sa propre valeur.
L'adversaire n'est plus un collaborateur dans la quête de la vérité, mais un rival à vaincre, un obstacle à surmonter. Chaque point marqué, chaque sophisme réussi, chaque manœuvre rhétorique qui déstabilise l'autre, est une petite victoire qui alimente ce désir de supériorité. Le plaisir de clouer le bec à son opposant est un puissant renforçateur, ancrant la tendance à privilégier la victoire sur la vérité. Cette lutte n'est pas toujours consciente. Souvent, elle s'opère à un niveau subreptice, où l'individu se convainc qu'il ne cherche que la vérité, alors même que ses tactiques révèlent une soif de domination. Schopenhauer, avec son penchant pour le pessimisme anthropologique, ne voit pas ses motivations comme des défauts marginaux, mais comme des manifestations de la volonté aveugle et insatiable qui est la force motrice de l'univers. En l'homme, cette volonté se manifeste comme un désir constant de s'affirmer, de préserver son être, de dominer son environnement. Le débat est l'une des innombrables arènes où cette volonté de puissance s'exprime. L'erreur humaine, qu'il soit difficile d'admettre, n'est pas seulement une défaillance de la raison, mais une blessure à la volonté d'autopréservation de l'ego. Cette lutte pour la supériorité n'est pas l'apanage des figures publiques ou des intellectuels éminents. Elle se manifeste dans les conversations quotidiennes les plus anodines, la discussion au dîner de famille sur le meilleur itinéraire, le désaccord entre amis sur l'interprétation d'un film, la querelle de couple sur un fait passé. Toutes ces interactions sont des terrains de jeu potentiels pour la dialectique éristique. L'enjeu peut sembler minime, mais le désir de ne pas avoir tort demeure, car l'ego ne mesure pas la gravité de la situation, seulement la menace à sa suprématie. La psychologie moderne, bien après Schopenhauer, a corroboré nombre de ses intuitions. Le biais de confirmation, par exemple, est une manifestation flagrante de ce désir d'avoir raison. Nous cherchons, interprétons et favorisons les informations qui confirment nos croyances préexistantes, tout en ignorant ou en rejetant celles qui les contredisent. Ce n'est pas une recherche objective de la vérité, mais une défense active de notre système de croyances, qui est une composante essentielle de notre identité. Si nos croyances sont ébranlées, notre monde intérieur vacille. Le dissonance cognitive est une autre illustration. Lorsque nous sommes confrontés à des informations qui contredisent nos convictions, nous ressentons un malaise. Pour réduire cette dissonance, nous sommes enclins à modifier nos perceptions, à rationaliser, à ignorer les faits gênants, plutôt que d'admettre une erreur. C'est un mécanisme de protection de l'ego, qui préfère la cohérence interne, même illusoire, à la confrontation avec une vérité dérangeante. Le désir d'avoir raison est donc profondément lié à notre besoin de maintenir une image cohérente et positive de nous-mêmes. Ces motivations sont souvent inconscientes. Peu d'individus, même les plus habiles en dialectique éristique, admettraient consciemment qu'ils se soucient plus de gagner que de la vérité. Ils se convainquent, et tentent de convaincre les autres, que leur quête est purement rationnelle et objective. C'est là que réside la subtilité et la dangerosité de ces forces. Elles opèrent en coulisses, teignant notre perception, influençant nos arguments et déformant notre jugement sans que nous en soyons pleinement conscients. La mauvaise foi n'est pas toujours un acte délibéré de tromperie envers l'autre. Elle est souvent une auto-tromperie, une rationalisation complexe pour protéger l'ego de la douleur d'avoir tort. Dans les arènes publiques, comme la politique, les médias ou les réseaux sociaux, ces dynamiques sont amplifiées à l'extrême. Le discours politique est rarement une quête de la meilleure solution aux problèmes de la société. C'est une compétition constante pour le pouvoir, où la victoire est le seul impératif. Les débats télévisés sont des spectacles de lutte intellectuelle, où la rapidité de la riposte, la capacité à déstabiliser l'adversaire, ou la force de l'assertion prennent le pas sur la nuance et la véracité. Les réseaux sociaux, avec leur culture de l'affrontement et du clash, sont des terrains fertiles pour l'épanouissement de la dialectique éristique, où l'anonymat et l'instantanéité exacerbent le désir de supériorité et la peur de la défaite. Comprendre ces motivations n'est pas un appel au cynisme, mais à la vigilance. Si nous savons que l'ego et l'orgueil sont les véritables adversaires dans un débat, nous pouvons apprendre à les reconnaître en nous-mêmes et chez les autres. Cette conscience nous permet de désamorcer les confrontations, de ne pas nous laisser entraîner dans des joutes stériles et de ramener le débat, lorsque c'est possible, vers une quête plus authentique de la compréhension mutuelle.
Elle nous invite à une introspection honnête. Quelle est la véritable raison pour laquelle je m'accroche à cet argument? Est-ce la vérité que je défends ou mon besoin d'avoir raison? Schopenhauer, en dénudant ses motivations secrètes, nous offre un miroir qui reflète non seulement la laideur de la vanité humaine dans la controverse, mais aussi la fragilité de notre propre raison face aux puissantes impulsions de la volonté. Son œuvre n'est pas une condamnation morale, mais une dissection psychologique. Elle nous rappelle que l'homme est une créature complexe, capable des plus hautes aspirations intellectuelles, mais aussi enclin aux plus mesquines ruses pour défendre son territoire, même si ce territoire n'est qu'une idée. En comprenant ce qui pousse l'adversaire à se comporter ainsi, on peut mieux anticiper ses mouvements et mieux protéger sa propre quête de la vérité. Et en comprenant ce qui nous pousse nous-mêmes, on peut aspirer à une plus grande intégrité dans nos propres échanges. Ce chapitre est donc une plongée nécessaire dans les fondations psychologiques du débat humain. En reconnaissant que l'ego, l'orgueil et le désir de domination sont les véritables architectes de l'art d'avoir toujours raison, nous nous armons d'une connaissance précieuse. Cette connaissance nous prépare à découvrir les 38 stratagèmes que Schopenhauer a identifiés, non pas comme des outils isolés, mais comme les manifestations concrètes de ces pulsions profondes. Nous sommes maintenant prêts à démasquer les ruses, car nous comprenons les forces obscures qui les animent. Chapitre 3. Les 38 stratagèmes de la mauvaise foi. Après avoir plongé dans les motivations profondes et souvent inavouables, l'ego, l'orgueil, le désir de domination, qui poussent l'être humain à vouloir avoir raison à tout prix, même au détriment de la vérité, le livre perdu du guérisseur, à travers les yeux acérés de Schopenhauer, nous invite à décrypter l'arsenal de la dialectique éristique. Ce n'est plus une question de pourquoi on se bat, mais de comment on mène cette guerre verbale. Ce chapitre est le cœur même de l'œuvre de Schopenhauer, une dissection chirurgicale des 38 stratagèmes de la mauvaise foi, ces techniques insidieuses utilisées, consciemment ou non, pour manipuler un débat et assurer sa victoire. Ces stratagèmes ne sont pas des inventions de Schopenhauer. Il les a observés, catalogués et mis en lumière avec une clarté désarmante. Ils sont le reflet des ruses que l'esprit humain déploie lorsque la raison pure ne suffit plus ou que la vérité fait défaut. Ils sont la preuve tangible que le débat, loin d'être un chemin direct vers la vérité, est souvent un champ de bataille où toutes les manœuvres sont permises pour faire tomber l'adversaire. Comprendre ces tactiques, c'est le premier pas vers l'autodéfense intellectuelle et la capacité à démystifier les discours trompeurs qui nous assaillent quotidiennement. Le premier grand type de stratagème concerne l'amplification ou la généralisation hâtive. Il s'agit d'étendre la thèse de l'adversaire au-delà de ses limites réelles, de l'élargir pour la rendre plus facile à attaquer. Si l'autre affirme, par exemple, que certains régimes végétariens sont bénéfiques pour la santé, on peut amplifier en disant « Vous affirmez donc que tous les régimes à base de plantes sont la panacée universelle », ce qui est absurde, car ils peuvent manquer de certains nutriments essentiels. En gonflant la portée de l'argument de l'adversaire, on le rend vulnérable à une réfutation aisée, sans pour autant avoir invalidé sa thèse originelle. Cette technique est souvent utilisée pour créer des hommes de paille, des caricatures de l'argument adverse faciles à démolir. Un autre stratagème classique est de rendre la thèse de l'adversaire odieuse, en l'associant à une catégorie détestée ou en la présentant sous un jour négatif. Si votre adversaire défend une forme de politique sociale, on peut la qualifier de socialiste, communiste ou utopique, même si elle n'a que des points communs lointains avec ses idéologies. L'objectif n'est pas de réfuter l'argument lui-même, mais de susciter une réaction émotionnelle négative chez l'auditoire ou chez l'adversaire, le discréditant par association. C'est une attaque non pas sur la substance de l'idée, mais sur la perception qu'en aura le public. L'attaque personnelle ou ad hominem est sans doute le stratagème le plus répandu et le plus vil. Au lieu de réfuter l'argument lui-même, on attaque la personne qui le prononce. Vous ne pouvez pas défendre cette idée, vous n'êtes qu'un jeune inexpérimenté. Ou comment pouvez-vous parler d'économie, vous qui avez fait faillite? L'objectif est de discréditer l'orateur, de saper son autorité et sa crédibilité, afin que ses arguments soient rejetés, peu importe leur validité. Schopenhauer y voit une tactique particulièrement efficace, car elle détourne l'attention du sujet
pour la focaliser sur l'individu, jouant sur la tendance humaine à juger les idées par le prisme de leur source. La diversion est une technique qui consiste à changer brusquement de sujet lorsque l'on sent que l'on va être mis en difficulté. Si l'adversaire est sur le point de prouver votre tort, on lance une nouvelle idée, une question sans rapport, où l'on ramène le débat sur un terrain où l'on se sent plus à l'aise. L'objectif est de semer la confusion, de diluer l'attention et d'empêcher l'adversaire de porter le coup fatal. C'est la fuite en avant, un stratagème de survie, lorsque le mur de la logique se rapproche. L'inversion de la charge de la preuve est également très puissante. Normalement, celui qui affirme doit prouver sa thèse, mais un dialecticien habile peut inverser cette règle en exigeant de l'adversaire qu'il prouve le contraire. Si vous dites « Dieu n'existe pas », on peut vous rétorquer « Prouvez qu'il n'existe pas ». Le fardeau de la preuve est alors transféré, mettant l'adversaire en difficulté sur un terrain glissant, car il est souvent plus difficile de prouver une non-existence. Ce sophisme place l'adversaire dans une position défensive intenable. Un autre stratagème consiste à faire appel à l'autorité plutôt qu'à la raison. Au lieu de présenter des arguments logiques, on cite une figure respectée, une opinion populaire, une tradition ou même un texte sacré. Aristote a dit « C'est l'opinion de la majorité. Notre tradition nous enseigne que… » L'objectif est d'écraser l'adversaire sous le poids de l'autorité, de le faire passer pour un insensé qui oserait contredire des figures vénérées ou le sens commun. Cette technique est particulièrement efficace sur un public qui n'est pas habitué à penser par lui-même. La méthode de la confusion est plus subtile. Elle consiste à utiliser des termes ambigus, des généralisations, des circonvolutions de langage pour rendre sa propre thèse difficile à réfuter ou pour obscurcir la thèse de l'adversaire. En utilisant des mots polysémiques ou en variant les définitions, on peut toujours trouver un sens qui correspond à sa propre position, ou un contresens qui affaiblit celle de l'autre. Le discours devient alors une sorte de brouillard, où la clarté se perd, et où seul celui qui le maîtrise peut encore s'orienter. La technique du dilemme forcé est également redoutable. Elle consiste à ne laisser à l'adversaire que deux options, toutes deux désavantageuses. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Cette simplification abusive de la réalité force l'adversaire à choisir entre deux mots, le piégeant dans une situation intenable et l'empêchant d'explorer d'autres alternatives. C'est un sophisme qui réduit la complexité du monde à une binarité illusoire, favorable à celui qui l'énonce. Schopenhauer expose également l'art de la petite concession. On commence par obtenir de l'adversaire une série de petites concessions sur des points apparemment insignifiants. Puis on utilise ces concessions comme des maillons pour construire une chaîne de raisonnement qui mène inévitablement à la conclusion que l'on souhaite imposer, même si l'adversaire n'avait pas l'intention d'y adhérer initialement. C'est une stratégie d'encerclement progressif. La réfutation par l'exemple est souvent utilisée de manière fallacieuse. L'adversaire avance une règle générale et l'on présente un seul contre-exemple pour invalider la règle. Tous les signes sont blancs et on montre un signe noir. Si la règle est vraiment universelle, un seul contre-exemple suffit. Mais souvent, les règles sont des généralisations statistiques ou des tendances, et un contre-exemple ne suffit pas à les invalider entièrement, mais le dialecticien l'utilise comme si c'était le cas pour discréditer la thèse. Un stratagème particulièrement perfide est de déclarer l'argument de l'adversaire comme une pétition de principe, petitio principii, c'est-à-dire une affirmation qui suppose déjà ce qu'elle est censée prouver. Cela permet de rejeter l'argument d'un revers de main, le faisant passer pour un raisonnement circulaire et invalide, même s'il ne l'est pas. C'est une attaque sur la forme logique pour éviter de s'attaquer au fond. L'utilisation de la colère de l'adversaire à son propre avantage est également mentionnée. Si l'adversaire commence à se fâcher, c'est un signe qu'on l'a touché à un point sensible et qu'il est en train de perdre le contrôle de sa raison. Le dialecticien habile poussera l'adversaire à la colère, sachant qu'un esprit enragé est incapable de penser clairement et de formuler des arguments cohérents. L'objectif est de le faire sortir de ses gonds pour qu'il se discrédite lui-même. La dénigrement des sources ou des références de l'adversaire sans les avoir lues est une autre technique. Ah, vous citez une telle, mais c'est un auteur complètement discrédité, sans avoir aucune preuve ni connaissance de son œuvre. C'est une attaque préventive pour miner la crédibilité des fondations de l'argument adverse.
L'art de poser des questions complexes et multiples pour semer la confusion est aussi un outil. On bombarde l'adversaire de questions qui nécessitent des réponses nuancées, ne lui laissant pas le temps de développer ses arguments, le forçant à des réponses abruptes qui peuvent être facilement déformées. On peut aussi délibérément mal interpréter ses réponses pour les retourner contre lui. Ces méthodes, et bien d'autres parmi les 38 répertoriées par Schopenhauer, sont d'une actualité stupéfiante. Elles sont omniprésentes dans le paysage contemporain, dans les médias, où les débats sont souvent conçus pour le spectacle et la polarisation plutôt que pour l'information nuancée. En politique, où l'art de la guerre rhétorique est une compétence essentielle pour gagner les élections et gouverner. Sur les réseaux sociaux, où l'instantanéité, l'anonymat relatif et la recherche d'attention exacerbent l'agressivité verbale et la prolifération des sophismes. L'attaque ad hominem y est monnaie courante, la généralisation hâtive est le pain quotidien des trolls, et la diversion est un moyen simple d'échapper à une argumentation solide. L'analyse de Schopenhauer n'est pas une simple curiosité historique. C'est un manuel de survie intellectuelle. Il nous révèle les ficelles des manipulateurs, les erreurs de raisonnement que nous commettons nous-mêmes et celles que l'on tente de nous faire commettre. En exposant ces techniques, il nous donne le pouvoir de les reconnaître, de les nommer et, espérons-le, de les désamorcer. Il nous pousse à regarder au-delà de la surface scintillante de la rhétorique pour en percevoir les mécanismes sous-jacents, souvent machiavéliques. Cependant, cette connaissance est une arme à double tranchant. Schopenhauer lui-même, en exposant ses stratagèmes, ne nous dit pas s'il faut les utiliser. Il se contente de les décrire, reconnaissant la nature humaine telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. Le risque est évidemment que son manuel soit utilisé non pas pour la défense, mais pour l'attaque, pour perfectionner l'art de la manipulation et de la mauvaise foi. C'est un dilemme éthique que nous explorerons plus tard, mais pour l'instant, l'urgence est à la reconnaissance, car la maîtrise de ces stratagèmes, que l'on se propose de les employer ou de s'en prémunir, est essentielle. Elle permet de comprendre que l'apparence de la raison n'est pas toujours la raison elle-même. Elle nous enseigne à ne pas nous laisser impressionner par la force de l'assertion, par l'éloquence sans fond ou par l'agressivité de l'adversaire. Elle nous invite à une vigilance constante, à une analyse critique de tout discours, y compris le nôtre. En connaissant les faiblesses de la nature humaine et les pièges de la rhétorique, nous pouvons aspirer à des débats plus honnêtes et à une recherche de la vérité plus authentique, même si Schopenhauer lui-même resterait sceptique quant à la capacité de l'homme à y parvenir. Ainsi, ce cœur du livre de Schopenhauer est une invitation à aiguiser notre esprit critique, à devenir des observateurs perspicaces des interactions humaines. Il nous équipe non pas d'une armure, mais d'une lentille grossissante pour voir clair dans le jeu complexe et souvent trompeur de la controverse. Chaque stratagème démasqué est une illusion dissipée, un pas de plus vers une conscience plus affûtée des réalités de la communication humaine et de la perpétuelle lutte pour la domination intellectuelle qui se joue sous nos yeux. Chapitre 4. Détourner, manipuler, gagner à tout prix. Après avoir mis à nu les motivations profondes de l'ego et les 38 stratagèmes généraux qui animent la dialectique éristique, le livre perdu du guérisseur, à travers la plume acérée de Schopenhauer, nous invite à une plongée encore plus spécifique dans l'arsenal des tactiques de mauvaise foi. Ce chapitre est dédié aux stratagèmes les plus efficaces et les plus sournois, ceux qui, par leur subtilité ou leur audace, permettent de détourner le cours d'un débat, de manipuler l'adversaire et, en fin de compte, de gagner à tout prix, indépendamment de la vérité ou de la justesse de l'argument initial. Ces manœuvres, bien que parfois inconscientes, révèlent une profonde compréhension des failles psychologiques humaines et de la dynamique des interactions verbales. L'une des techniques les plus déconcertantes est celle de feindre l'ignorance. Lorsque l'adversaire présente un argument solide et bien étayé qui menace votre position, plutôt que de le réfuter directement, ce qui pourrait s'avérer impossible, l'on peut adopter une mine perplexe et déclarer avec un air innocent « Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter ? Je crois que je saisis mal votre point. » Ou « Veuillez m'expliquer plus clairement, cette idée me semble un peu complexe. » L'objectif ici n'est absolument pas de chercher une meilleure compréhension. Il s'agit de plusieurs choses à la fois. Premièrement, cela peut agacer l'adversaire, le forçant à répéter son argument, potentiellement le diluant ou le rendant moins impactant. Deuxièmement,
Cela peut semer le doute dans l'esprit de l'auditoire quant à la clarté de l'argument de l'adversaire. Si l'autre ne comprend pas, c'est peut-être que l'argument est confus ou trop subtil ou qu'il cache quelque chose. Troisièmement, cela achète du temps pour trouver une contre-attaque ou une diversion. Ce stratagème exploite la patience de l'adversaire et la tendance de l'auditoire à interpréter l'incapacité à comprendre comme une faiblesse de l'argumentation. Dans le même registre de la déstabilisation, la technique d'interrompre l'adversaire est d'une efficacité redoutable. Lorsque l'opposant est en train de construire un raisonnement puissant, de présenter des preuves irréfutables ou de s'approcher d'une conclusion défavorable, l'interrompre brusquement est une manœuvre de survie. Cela peut prendre la forme d'une question impromptue, d'une exclamation de surprise, d'une demande de clarification non pertinente ou même d'un changement abrupt de sujet. L'interruption brise le fil de la pensée de l'adversaire, le déconcerte et l'empêche de délivrer son point avec la force voulue. Elle peut aussi le faire paraître désorganisé ou incompétent s'il perd le fil de son discours. C'est une tactique agressive qui cherche à détruire la cohérence du raisonnement adverse avant qu'il ne puisse être pleinement articulé. Directement liée à l'interruption, la stratégie de sortir du sujet est une échappatoire fréquente lorsque l'on se sent acculé. Plutôt que d'affronter directement l'argument de l'adversaire sur le terrain où il est fort, on dévie la conversation vers un point annexe, une anecdote personnelle, une généralité, ou toute autre digression qui éloigne le débat du point litigieux. Schopenhauer note que cette technique est particulièrement utile lorsque l'on sait que l'on n'a aucun argument valable à opposer. L'objectif est de noyer le poisson, de diluer la pertinence de l'argument initial dans un flot de paroles sans rapport direct. L'adversaire est alors contraint soit de suivre la diversion, ce qui lui fait perdre le contrôle du débat, soit de tenter de ramener le sujet, ce qui le fait paraître rigide ou obsessionnel aux yeux de l'auditoire. Les émotions sont un terrain fertile pour la manipulation et les dialecticiens héristiques savent pertinemment jouer sur les émotions de l'adversaire. Cette tactique ne vise pas le raisonnement, mais le système limbique. On peut chercher à irriter l'adversaire pour le faire perdre son calme, comme Schopenhauer l'avait déjà suggéré. Une fois qu'il est en colère, sa raison s'obscurcit, il peut commettre des erreurs, dire des choses qu'il regrettera ou se montrer agressif, ce qui le discrédite. On peut aussi chercher à le mettre mal à l'aise, à le rendre honteux, à lui faire peur en suggérant des conséquences négatives de sa position. Par exemple, si l'adversaire défend une idée audacieuse, on peut le qualifier d'idéaliste naïf ou de rêveur dangereux, suscitant un sentiment de ridicule ou de responsabilité excessive. L'objectif est de le faire réagir émotionnellement plutôt que rationnellement, sapant ainsi sa capacité à débattre avec clarté et sérénité. Un autre stratagème redoutable est celui de faire appel à l'opinion publique ou à l'autorité du nombre pour ridiculiser l'autre ou susciter l'adhésion. C'est le fameux argumentum ad populum. Au lieu d'appuyer son propre argument sur la logique ou les faits, on affirme que tout le monde sait que, c'est le bon sens, l'opinion générale est que, ou l'histoire a prouvé que. L'adversaire se retrouve alors seul contre la masse, paraissant excentrique, ignorant ou même fou d'oser contredire une vérité établie par le nombre. Ce stratagème est particulièrement efficace car la plupart des gens préfèrent se conformer à l'opinion dominante plutôt que de se risquer à penser par eux-mêmes. Le ridicule est une arme puissante dans le débat héristique car il touche directement à l'orgueil et à la peur de l'humiliation sociale. Schopenhauer explique que si l'adversaire est un érudit, on peut lui opposer l'opinion des masses. Si l'adversaire est un homme du peuple, on peut lui opposer l'opinion des experts ou des savants. Dans tous les cas, il s'agit de le faire se sentir isolé et décrédibilisé. La manipulation peut prendre des formes encore plus raffinées. L'art de la fausse analogie est une technique subtile. On crée une comparaison trompeuse entre deux situations qui semblent similaires en surface, mais diffèrent fondamentalement dans leurs implications logiques. L'objectif est de transférer la conclusion d'une situation à l'autre, en espérant que l'adversaire et l'auditoire n'y verront que du feu. Par exemple, comparer une décision politique complexe à un choix domestique simple pour en minimiser la complexité et en dicter une conclusion hâtive. Le détournement d'un argument valide de l'adversaire est une forme d'esquive particulièrement vicieuse. Si l'adversaire expose un point indéniable, plutôt que de l'admettre,
on peut l'utiliser pour sa propre fin, en prétendant qu'il soutient en fait votre thèse, ou qu'il est la preuve d'une incohérence plus grande dans la sienne. Précisément, c'est exactement pourquoi votre argument est faux, cela confirme ce que je disais. Il s'agit de retourner l'arme de l'adversaire contre lui, le laissant déconcerté et l'auditoire confus quant à la véritable pertinence de son point. La surcharge d'informations ou l'utilisation d'un jargon complexe est une autre technique. On noie l'adversaire sous un flot de faits, de statistiques, de références obscures, où on utilise un vocabulaire tellement technique et complexe qu'il est difficile à suivre. Le but n'est pas d'éclairer mais d'intimider, de faire paraître l'adversaire comme ignorant ou incapable de comprendre la véritable complexité du sujet. Le débat devient alors un test d'érudition plutôt qu'un échange de raisonnement. L'adversaire est épuisé, submergé et souvent se tait, laissant la victoire à celui qui a su le submerger. L'appel au double standard est une manœuvre injuste où l'on applique des critères différents à soi-même et à l'adversaire. On exige de l'adversaire une rigueur irréprochable et des preuves absolues, tout en s'autorisant des approximations, des généralisations ou des preuves anecdotiques pour soutenir sa propre position. Vous n'avez pas de preuves scientifiques solides pour cette affirmation, alors que l'on vient de se baser sur une anecdote personnelle pour son propre argument. Cela crée un déséquilibre fondamental dans le débat, rendant impossible pour l'adversaire de gagner selon les règles tacites imposées. Ces manipulations, que Schopenhauer décrit avec une froide précision, sont d'autant plus dangereuses qu'elles touchent non seulement à la raison, mais aussi à la dignité de l'adversaire et à l'intégrité du processus de recherche de la vérité. Elles empoisonnent le dialogue, transformant la discussion en une joute stérile, où la communication réelle est sacrifiée sur l'autel de la victoire personnelle. Elles ne visent pas à convaincre par la force de l'argument, mais à contraindre par la ruse et la pression psychologique. L'actualité contemporaine regorge d'exemples frappants de ces techniques. Dans les débats politiques, la diversion et l'attaque personnelle sont monnaie courante, les candidats évitant de répondre aux questions embarrassantes en attaquant le bilan ou la personne de l'adversaire. Sur les plateformes médiatiques, les experts invités peuvent feindre l'ignorance ou interrompre pour éviter de reconnaître la validité d'une opinion contraire. Les réseaux sociaux sont des terrains propices à l'appel à l'opinion publique et au ridicule, où les buzz et les clashs se construisent souvent sur la déformation des propos et la surcharge émotionnelle, plutôt que sur l'argumentation. Ce que ce chapitre nous montre avec force, c'est à quel point la manipulation peut être raffinée, se dissimulant derrière des airs d'innocence, de logique apparente ou de simple maladresse. Mais Schopenhauer nous met en garde. Cette sophistication n'enlève rien à leur dangerosité. Elle corrompt la pensée, fausse le jugement et érode la confiance dans le dialogue. Elle transforme les échanges potentiellement constructifs en exercice de pouvoir brut, où la vérité est la première victime. La connaissance de ces stratagèmes n'est pas un appel à les utiliser sans scrupule. Au contraire, Schopenhauer, en les exposant dans toute leur crudité, nous invite à la vigilance. Comprendre comment ces manœuvres opèrent est la première étape pour ne pas en être la victime, pour ne pas se laisser entraîner dans des combats qui ne sont pas de notre ressort, ou pour ne pas se laisser piéger par l'habileté rhétorique d'autrui. C'est en déconstruisant ces mécanismes que nous pouvons espérer un jour élever le niveau du débat, non par idéal naïf, mais par une conscience aiguisée de ce qui se joue réellement lorsque les mots sont maniés comme des armes. Ce savoir, loin de nous rendre cyniques, nous donne les moyens de discerner la sincérité de la manipulation et de choisir d'agir avec intégrité, même face à ceux qui ne la partagent pas. Chapitre 5. Défense contre la manipulation. Après avoir impitoyablement exposé les motivations humaines et détaillé les multiples stratagèmes de la mauvaise foi, Schopenhauer ne nous laisse pas démunis face à la jungle de la dialectique éristique. Au contraire, le livre perdu du guérisseur, par cette section cruciale, se transforme en un véritable manuel de survie intellectuelle. Il ne se contente pas de révéler les tactiques manipulatrices, il nous montre aussi, avec une précision chirurgicale, comment s'en défendre. Cette section est d'une importance capitale car elle convertit la connaissance des pièges en un bouclier et un guide pour maintenir son intégrité dans le tumulte des débats. Le premier et le plus fondamental des principes de défense est la reconnaissance des stratagèmes. C'est le pouvoir de nommer la ruse. Si l'on ne connaît pas les tactiques d'amplification,
d'attaque ad hominem, de diversion, on risque d'en être la victime passive se laissant piéger ou dérouter sans comprendre ce qui se passe. Schopenhauer nous a offert la cartographie de ces pièges. Une fois que l'on a identifié un stratagème en cours, que l'on se rende compte que l'adversaire est en train de généraliser notre propos, de nous attaquer personnellement au lieu de l'argument, ou de changer de sujet, une partie significative de son pouvoir est déjà neutralisée. La conscience de la manipulation est son antidote initial. Cette reconnaissance permet de ne pas se laisser entraîner dans le jeu de l'adversaire, de ne pas réagir impulsivement à la provocation et de garder un recul critique. C'est comme démasquer un illusionniste. Une fois que l'on connaît le truc, la magie disparaît. Mais la reconnaissance seule ne suffit pas toujours. Elle doit être accompagnée d'une maîtrise de soi inébranlable. C'est pourquoi le deuxième pilier de la défense est de garder son calme. La dialectique heuristique prospère sur les émotions. Un adversaire en colère, frustré ou paniqué, est un adversaire vulnérable. Schopenhauer l'a bien noté. Provoquer l'irritation de l'adversaire est une tactique pour lui faire perdre sa lucidité et le pousser à des erreurs. Si l'on sent que l'on est attaqué personnellement, que l'on est ridiculisé ou que l'on subit une injustice rhétorique, la réaction naturelle est la colère ou le ressentiment. Cependant, céder à ces émotions, c'est tomber directement dans le piège tendu. Le calme est une forteresse imprenable. Il permet de maintenir la clarté de l'esprit, de continuer à analyser la situation objectivement et de formuler des réponses réfléchies plutôt que des réactions impulsives. Pratiquer la respiration consciente, le silence intérieur, comme nous l'avons exploré dans les chapitres précédents du guérisseur, est essentiel pour cultiver ce calme sous pression. Un esprit serein peut discerner la ruse et y répondre avec intelligence, plutôt que de se laisser submerger par le tumulte émotionnel. C'est l'art de la non-réactivité, une forme de maîtrise de soi qui désamorce les tentatives de manipulation basées sur l'agitation émotionnelle. Le troisième principe défensif est de rester centré sur la vérité. Dans le tourbillon des stratagèmes, l'adversaire tentera de vous éloigner du cœur du débat, de vous faire perdre de vue l'objet initial de la discussion. L'objectif de la dialectique heuristique est de gagner, pas de trouver la vérité. Votre objectif, si vous choisissez de défendre l'intégrité intellectuelle, doit être de ramener constamment le débat à son essence, aux faits, aux preuves, à la logique. Lorsque l'adversaire s'éloigne du sujet, change de définition ou attaque votre personne, rappelez-le calmement et fermement à la question en cours. Ce n'est pas le sujet de notre discussion, ou nous parlions de tel point, restons-y, ou encore mon argument ne dépend pas de ma personne mais des faits que j'ai présentés. C'est une discipline constante de recentrage, un refus de se laisser déporter par les digressions et les manœuvres fallacieuses. Au-delà de ces principes fondamentaux, Schopenhauer propose des techniques de contre-manipulation spécifiques, des parades qui permettent de rétablir l'équilibre dans le débat et de retourner la situation à son avantage. Ces techniques ne sont pas des invitations à la contre-attaque agressive, mais des moyens de neutraliser la ruse et de protéger l'intégrité de la discussion. Face à l'amplification ou la généralisation hâtive de votre thèse, la parade est de ramener l'adversaire à la spécificité de votre propos. Je n'ai jamais dit « tous », j'ai dit « certains » ou « vous déformez mes propos. Mon argument se limite à ceci et cela ». En clarifiant et en restreignant le champ de votre affirmation, vous démolissez l'homme de paille qu'il tentait d'ériger. Contre l'attaque personnelle, ad hominem, la meilleure défense est souvent de l'ignorer ou de la rejeter avec calme et dignité, en ramenant le débat au fond de la question. Mon intelligence ou ma vie privée n'ont rien à voir avec la validité de mon argument. Revenons aux faits. Ou, si l'attaque est trop virulente, la dénoncer publiquement comme une tentative de diversion et de discrédit. Ceci est une attaque personnelle, non une réfutation de mon propos, et je refuse de m'y prêter. Ce faisant, on expose la mauvaise foi de l'adversaire aux yeux de l'auditoire. Face à la diversion ou au changement de sujet, la contre-stratégie est la persévérance et la fermeté. Vous tentez de changer de sujet. Permettez-moi de vous ramener à notre point initial. Ne jamais se laisser entraîner dans la nouvelle digression, insister pour que la question initiale reçoive une réponse. C'est une bataille de la persévérance où celui qui garde le cap l'emporte.
Lorsque l'adversaire essaie de jouer sur vos émotions, la parade est la froideur émotionnelle et le maintien de la rationalité. Reconnaissez l'intention de provoquer, mais refusez de mordre à l'hameçon. Si l'on vous traite de naïf, de ridicule ou d'extrémiste, ne réagissez pas par la colère ou la justification, mais par un sourire intérieur et une réaffirmation calme de votre position. Je comprends que ma position puisse vous paraître audacieuse, mais les faits sont là. En ne montrant aucune réaction émotionnelle, on prive l'agresseur de la gratification de sa manœuvre. Contre l'appel à l'opinion publique, ad populum, la défense est de rappeler que la vérité n'est pas une affaire de majorité. Le nombre ne fait pas la raison. La vérité scientifique n'a jamais dépendu du vote populaire, où des millions de personnes peuvent se tromper. C'est une affirmation courageuse de l'indépendance de la pensée face à la tyrannie de la majorité, exigeant que l'argument soit jugé sur sa propre validité et non sur sa popularité. Face à l'utilisation de termes ambigus ou de la confusion délibérée, la parade est la clarté et la demande de définition. Précisez ce que vous entendez par ce terme. Donnez-moi une définition claire de votre concept. En exigeant de la précision, on force l'adversaire à se dévoiler et on retire le voile de confusion qu'il a jeté sur le débat. Si l'adversaire ne peut pas définir clairement ces termes, son argument s'effondre. Contre le dilemme forcé, la stratégie est de refuser le choix binaire imposé et d'introduire une troisième voie, ou de montrer que les deux options ne sont pas les seules possibles. Il existe d'autres solutions, où votre prémisse selon laquelle il n'y a que deux options est fausse. C'est une libération de la prison logique que l'adversaire tente de construire. Lorsqu'un adversaire tente de vous contraindre à une petite concession pour vous piéger ensuite, la vigilance est de mise. Chaque concession, même la plus petite, doit être pesée. Si elle mène à une implication que vous ne soutenez pas, refusez-la ou précisez que votre concession ne va pas au-delà d'un certain point. Je suis d'accord avec cela à condition que... C'est l'art de la prudence stratégique. Face à la réfutation par l'exemple unique pour invalider une généralisation valide, la défense consiste à rappeler la nature statistique ou tendancielle de l'affirmation. Un cas isolé ne suffit pas à invalider une tendance générale où les exceptions confirment la règle, elles ne la détruisent pas. Ces techniques de contre-manipulation exigent non seulement une connaissance des stratagèmes, mais aussi une pratique constante. Elles développent une agilité mentale, une capacité à analyser la dynamique du débat en temps réel et à réagir de manière efficace. Schopenhauer, en bon stratège, nous offre les plans de bataille, mais c'est à nous de nous entraîner au combat. L'importance de cette capacité de défense ne peut être sous-estimée dans le monde contemporain. Les médias sociaux, les cycles de nouvelles en continu, les campagnes publicitaires et politiques sont des champs de bataille rhétoriques constants où les stratagèmes de la mauvaise foi sont employés avec une sophistication grandissante. Être capable de les reconnaître et de s'en défendre, c'est exercer sa souveraineté intellectuelle. C'est refuser d'être manipulé, de se laisser entraîner dans des raisonnements fallacieux ou de céder à des pressions émotionnelles déguisées en arguments. Cela ne signifie pas que nous devions aborder chaque conversation comme une joute verbale. L'idéal demeure un échange honnête et constructif. Mais Schopenhauer nous rappelle que cet idéal est souvent une exception plutôt qu'une règle dans la nature humaine. En étant préparé au pire, on peut espérer le meilleur. L'apprentissage de la défense contre la manipulation est un acte de préservation de l'intégrité de notre propre pensée. C'est un moyen de protéger notre esprit des influences pernicieuses qui cherchent à le déformer, à le contrôler ou à le semer de confusion. En fin de compte, la véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer l'autre par la ruse, mais dans la maîtrise de soi, la clarté d'esprit et la fidélité à la vérité. La défense contre la manipulation n'est pas une question de gagner un argument à tout prix, mais de ne pas se laisser entraîner dans un jeu où la vérité est la première victime. Elle permet de maintenir l'équilibre non seulement dans le débat extérieur, mais aussi dans le débat intérieur de notre propre conscience. C'est une invitation à l'autonomie intellectuelle, un rempart contre les pièges du discours sophistique. Schopenhauer, ce pessimiste éclairé, nous a donné un outil puissant pour naviguer le monde des mots avec une conscience accrue, faisant de chaque lecteur un gardien averti de la logique et de la raison. Chapitre 6. Vérité ou victoire? Que choisir?
Après avoir exploré les motivations profondes qui poussent l'être humain à vouloir l'emporter dans le débat et après avoir détaillé l'arsenal des 38 stratagèmes de la mauvaise foi, Schopenhauer nous confronte à la question la plus déchirante de son traité, celle du dilemme moral fondamental. Maintenant que nous connaissons les ruses, les pièges, les artifices de la dialectique éristique, une interrogation se dresse, inéluctable et troublante. Vaut-il mieux avoir raison ou défendre la vérité ? Cette question n'est pas une simple joute intellectuelle. Elle touche au cœur de notre intégrité, à la nature de notre relation au monde et à autrui, et à la valeur que nous accordons à la connaissance elle-même. Schopenhauer, par sa description clinique de la nature humaine, a déjà posé les bases de ce dilemme. Il nous a montré que l'homme, poussé par l'orgueil et la vanité, préfère souvent la victoire apparente à la vérité objective. Dans l'arène du débat, la priorité est donnée à l'image, au statut, à la domination. Mais le fait de savoir cela nous place face à un choix conscient. Peut-on utiliser ces techniques, ces 38 stratagèmes, tout en restant honnête ? La réponse pour Schopenhauer est complexe et n'est pas celle d'un moralisateur. Il constate la perversion innée de la nature humaine qui préfère l'apparence à la réalité. Cependant, la connaissance de cette perversion nous donne la liberté de ne pas y succomber aveuglément. Utiliser les stratagèmes, c'est s'engager dans un jeu dont les règles sont celles de l'apparence, de la manipulation, et non celles de la logique et de la vérité. Si l'on choisit de s'y adonner, même avec la conscience des mécanismes, le prix à payer peut être lourd. Quel est le prix psychologique et éthique de la victoire à tout prix ? Sur le plan psychologique, une victoire obtenue par la manipulation, le sophisme ou le détournement peut laisser un goût amer. L'ego est peut-être satisfait d'avoir gagné, d'avoir réduit l'adversaire au silence ou de l'avoir discrédité. Mais la conscience, si elle n'est pas totalement endormie, sait que cette victoire est creuse. Elle n'est pas basée sur la reconnaissance de la justesse de son propos, mais sur l'habileté à tromper ou à dominer. Cela peut entraîner un sentiment de dissonance interne, une érosion de l'estime de soi authentique, remplacée par une fierté superficielle. L'individu qui gagne par ses moyens risque de se déconnecter de sa propre boussole morale, de s'habituer à la malhonnêteté intellectuelle et à considérer les autres comme de simples cibles à manipuler. À long terme, cela peut nuire à la capacité de mener des échanges honnêtes et constructifs, enfermant l'individu dans un monde de suspicion et de ruse. La vérité, même si elle n'est pas toujours confortable, est un pilier de l'équilibre psychique. La trahir pour une victoire éphémère peut engendrer un malaise durable. Sur le plan éthique, l'utilisation délibérée des stratagèmes de mauvaise foi pose une question fondamentale sur notre responsabilité envers la vérité et envers autrui. Si le débat est un moyen d'approcher la connaissance, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions éclairées, alors le manipuler, c'est trahir cet objectif. C'est priver les autres, et potentiellement soi-même, de l'accès à une compréhension plus juste du réel. C'est créer un environnement de méfiance où la parole perd de sa valeur, où l'honnêteté intellectuelle est perçue comme une faiblesse. Dans une société où le discours est dominé par la dialectique éristique, la recherche du bien commun devient difficile, car les décisions sont prises non pas sur la base des faits ou de la logique, mais sur celle de la manipulation et du rapport de force. C'est une attaque contre les fondements mêmes de la communication civilisée et de la recherche collective de la sagesse. Ce dilemme moral nous invite à une profonde réflexion philosophique sur le langage, la justice, la connaissance. Le langage, outil merveilleux de communication et de pensée, peut être détourné de sa fonction première qui est de transmettre et d'éclairer. Dans la dialectique éristique, le langage devient une arme, un instrument de déformation et de dissimulation. Les mots ne sont plus des véhicules de sens, mais des outils pour égarer, intimider ou créer des illusions. La compréhension de cet abus du langage nous rend plus vigilants quant à la manière dont nous l'utilisons et à la manière dont il est utilisé contre nous. Quant à la justice, elle est fondamentalement liée à la vérité. Comment rendre une justice équitable si le débat juridique, social ou politique est vicié par des stratagèmes ? Si la victoire prime sur la véracité des faits, alors l'innocent peut être condamné, le juste peut être discrédité et la légitimité des décisions s'effrite. La dialectique éristique, dans sa forme la plus pure, est l'antithèse de la justice,
car elle ne cherche pas à établir le droit mais à imposer un point de vue par la force et la ruse. La réflexion nous pousse à nous demander si une victoire obtenue par des moyens malhonnêtes peut jamais être considérée comme juste. Enfin, la connaissance elle-même est menacée par la primauté de la victoire. Si le but du débat n'est plus d'approfondir notre compréhension, mais de défendre obstinément une position, alors le progrès de la connaissance est entravé. Les erreurs ne sont jamais corrigées, les nouvelles idées ne sont jamais vraiment examinées, et la pensée critique est étouffée. L'accumulation de sophismes ne mène pas à une plus grande sagesse, mais à une stagnation intellectuelle, à une bulle d'ignorance auto-entretenue où chacun se conforte dans ses certitudes fallacieuses. La vraie connaissance exige une humilité intellectuelle, une ouverture à la réfutation, un courage d'admettre ses erreurs, des qualités diamétralement opposées à celles requises pour la victoire à tout prix. Schopenhauer ne prend pas de position moralisatrice explicite sur l'utilisation de ces stratagèmes. Il les décrit comme un phénomène inhérent à la nature humaine, une manifestation de la volonté. Son œuvre n'est pas un code de conduite éthique, mais une observation réaliste. Cependant, en rendant visibles ces mécanismes, il nous pousse implicitement à une réflexion éthique. S'il n'interdit pas l'usage de ces ruses, il nous en montre les ressorts profonds et les conséquences. C'est au lecteur de décider de l'usage qu'il fera de cette connaissance. La question de savoir si l'on peut utiliser ces techniques tout en restant honnête est complexe. Peut-être est-il possible, dans certains contextes, d'employer une tactique de diversion pour échapper à une question intrusive et non pertinente, sans pour autant déformer la vérité fondamentale, ou d'utiliser une forme d'amplification pour mettre en évidence l'absurdité d'une position extrême. Mais la ligne est fine. Dès que l'on manipule la perception, déforme les faits ou attaque la personne plutôt que l'idée, on s'éloigne de l'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle exige une fidélité à la vérité, une transparence dans le raisonnement et un respect de l'adversaire en tant que partenaire potentiel dans la recherche de la connaissance, même si ce respect n'est pas toujours réciproque. Ce dilemme se manifeste quotidiennement dans nos vies. Au travail, doit-on toujours chercher la meilleure solution objective ou doit-on parfois gagner un argument pour faire avancer son projet ou sa carrière, même si ce n'est pas la solution la plus juste? En politique, doit-on toujours dire la vérité brute, quitte à perdre des voix, ou doit-on user de rhétorique pour rallier des soutiens, même si cela implique des simplifications ou des déformations? Dans nos relations personnelles, vaut-il mieux avoir raison sur un point de détail, quitte à blesser ou à créer de la distance, ou privilégier la relation et la compréhension mutuelle? Schopenhauer ne nous donne pas de réponse toute faite car la situation est contextuelle. Mais il nous dote d'une conscience accrue des enjeux. Il nous montre que chaque choix que nous faisons dans un débat est une affirmation de nos valeurs. Choisir de défendre la vérité, même au risque de la défaite apparente, est un acte de courage et d'intégrité. Cela exige une certaine humilité, la capacité à accepter que l'on puisse se tromper, et la reconnaissance que la vérité est plus grande que l'ego. C'est aussi la conviction que, sur le long terme, la vérité finit par l'emporter, même si elle est momentanément obscurcie par les ruses de la dialectique. À l'inverse, choisir la victoire à tout prix, c'est privilégier l'apparence sur la substance, l'ego sur la raison et la domination sur la collaboration. C'est s'enfermer dans un jeu où la seule monnaie d'échange est le pouvoir et où la seule valeur est la conquête. C'est une voie qui peut offrir des satisfactions immédiates, mais qui, à terme, risque d'éroder la confiance, de corrompre les relations et d'affaiblir la capacité de l'individu à percevoir le réel avec clarté. Cette réflexion nous pousse à nous interroger sur notre propre responsabilité en tant qu'acteurs de la communication. Dans un monde saturé d'informations et de contre-informations, où les faits alternatifs et la post-vérité sont devenus des concepts courants, le discernement est une compétence vitale. Comprendre les mécanismes de la manipulation nous permet de ne pas être dupes, mais aussi de ne pas nous laisser tenter d'y recourir nous-mêmes. L'héritage de Schopenhauer, tel qu'il se révèle dans ce chapitre, est une invitation à l'honnêteté intellectuelle, non pas comme un idéal naïf, mais comme un choix conscient et parfois difficile, mais nécessaire pour la vitalité de la pensée et l'intégrité de l'âme. Le débat n'est alors plus seulement une joute d'idées, mais une épreuve de caractère, où la véritable victoire est celle de la vérité sur les artifices de l'ego.
Nous arrivons au terme de notre exploration de l'art d'avoir toujours raison. Cette œuvre aussi brillante que dérangeante d'Arthur Schopenhauer, tel un texte ancien du livre perdu du guérisseur révélé pour la première fois. Après avoir plongé dans les tréfonds des motivations humaines qui animent le débat, décortiqué les 38 stratagèmes de la mauvaise foi et confronté le dilemme éthique entre la vérité et la victoire, il est temps de poser la question ultime. Quel est l'héritage de Schopenhauer? Ce livre est-il une arme ou un miroir? Est-il destiné à perfectionner l'art de la manipulation ou à nous éclairer sur les dynamiques obscures de la communication humaine pour nous en défendre? La première impression que l'on pourrait retirer de la lecture de cet essai est celle d'un cynisme désarmant. Schopenhauer expose avec une froideur clinique les pires travers de l'intellect humain en situation de controverse. Il révèle les mécanismes de l'orgueil, de la vanité et du désir de domination qui transforment la quête de la vérité en une joute de pouvoir. En cela, le livre pourrait être perçu comme un manuel pour les manipulateurs, une sorte de Machiavel de l'argumentation, offrant des outils pour vaincre son adversaire à tout prix, même sans avoir la vérité de son côté. Dans les mains d'un esprit mal intentionné, il est indéniablement une arme redoutable. Un individu sans scrupules, doté d'une intelligence aiguisée, pourrait s'en servir pour tromper, dominer et imposer sa volonté dans n'importe quel débat, politique, social ou personnel. L'histoire et l'actualité nous montrent quotidiennement à quel point ces techniques sont utilisées par ceux qui privilégient le pouvoir et l'influence sur l'honnêteté et l'intégrité. Cependant, réduire l'héritage de Schopenhauer à une simple arme de manipulation serait passer à côté de sa dimension la plus profonde et la plus utile, car l'art d'avoir toujours raison est avant tout un miroir. Un miroir impitoyable, certes, mais un miroir nécessaire. Il nous renvoie le reflet de nos propres imperfections, de nos propres tentations à la mauvaise foi, de nos propres peurs d'avoir tort. Schopenhauer ne juge pas moralement, il observe et décrit la nature humaine telle qu'elle est, avec ses faiblesses. En révélant ces mécanismes, il nous donne le pouvoir de les reconnaître, non seulement chez les autres, mais aussi en nous-mêmes. C'est en cela que réside sa véritable valeur éducative et libératrice. Pourquoi ce texte est-il encore pertinent aujourd'hui? La réponse est évidente. Les travers de la nature humaine que Schopenhauer a identifiés sont intemporels. L'ère numérique, loin de les atténuer, semble les avoir amplifiés de manière exponentielle. Les réseaux sociaux sont devenus des arènes où la dialectique éristique s'épanouit sans entrave. La culture du clash, de la polarisation, de l'indignation facile favorise l'utilisation des attaques ad hominem, des généralisations hâtives, des diversions et des appels à l'émotion plutôt qu'à la raison. La rapidité des échanges, l'anonymat relatif et la recherche de validation sociale créent un environnement propice à l'abandon de la rigueur intellectuelle au profit de la victoire rapide et superficielle. Dans les médias et la politique, le spectacle prime souvent sur le fond. Les débats sont scénarisés pour créer des confrontations, où la force de l'assertion ou la capacité à déstabiliser l'adversaire compte plus que la justesse des faits. Les spin doctors et les communicants politiques sont les héritiers directs des tacticiens de l'éristique, cherchant à manipuler la perception du public plutôt qu'à informer honnêtement. L'analyse de Schopenhauer, écrite il y a près de 2 siècles, offre une grille de lecture étonnamment précise pour décrypter les discours contemporains et identifier les intentions cachées derrière les mots. Il nous rend plus conscients des pièges rhétoriques qui nous entourent et nous arme d'un discernement critique indispensable dans une société de l'information où la vérité est constamment mise à l'épreuve. La question cruciale demeure alors: ce texte peut-il nous servir à mieux débattre ou va-t-il encourager la manipulation? La réponse dépend entièrement du lecteur et de son intention. Si le lecteur aborde ce livre avec l'intention de perfectionner ses propres ruses, de devenir un maître de la manipulation, alors Schopenhauer lui aura effectivement fourni une arme. Il pourra habilement déformer les arguments, attaquer la personne plutôt que l'idée, semer la confusion et exploiter les faiblesses de ses interlocuteurs. Une telle approche mènerait inévitablement à un dialogue empoisonné, à l'érosion de la confiance et ultimement à une profonde solitude intellectuelle, car nul ne voudrait s'engager honnêtement avec un adversaire dont le seul but est la victoire à tout prix.
Ce chemin est celui de la destruction du lien social et de l'intégrité personnelle. Cependant, le lecteur peut choisir de s'en servir avec sagesse, et c'est là que le livre se révèle être un miroir et un guide pour une meilleure conduite. En connaissant les stratagèmes, on peut avant tout s'en défendre. Si vous savez qu'une attaque ad hominem est une tentative de diversion, vous pouvez la dénoncer calmement et ramener le débat au sujet. Si vous comprenez que votre adversaire tente de généraliser à l'extrême votre propos, vous pouvez clarifier vos limites. Si vous percevez une tentative de jouer sur vos émotions, vous pouvez garder votre calme et refuser de mordre à l'hameçon. La connaissance des ruses est la première ligne de défense contre elles. Elle permet de ne pas être la victime passive de la mauvaise foi d'autrui. Mais au-delà de la simple défense, l'étude de Schopenhauer peut nous aider à mieux débattre dans un sens plus profond. Elle nous encourage à une plus grande humilité intellectuelle. En voyant à quel point il est facile de se laisser emporter par l'orgueil et le désir de victoire, nous sommes invités à une introspection constante. Sommes-nous en train de défendre la vérité ou simplement notre ego? Sommes-nous prêts à changer d'avis si les faits nous prouvent notre tort? Cette autocritique est essentielle pour un débat honnête. En reconnaissant la perversité innée en nous-mêmes, nous pouvons la surveiller, la tempérer, et nous efforcer de rester fidèles à la quête de la vérité. Le livre nous pousse également à une plus grande clarté dans notre propre expression. Si nous savons que l'ambiguïté est une ruse, nous nous efforcerons d'être précis. Si nous savons que la confusion est un piège, nous chercherons la simplicité. En anticipant les tentatives de l'adversaire de nous déformer, nous pouvons formuler nos arguments de manière plus robuste, moins sujette à l'amplification ou à la diversion. C'est un entraînement à la rigueur de la pensée et de la parole. Enfin, et c'est peut-être l'aspect le plus important, l'art d'avoir toujours raison nous aide à développer un discernement critique aiguisé. Dans un monde dominé par la rhétorique, où les faits sont souvent malléables et les émotions exploitées, la capacité à distinguer l'argument valide du sophisme, la vérité de l'apparence, est une compétence de survie intellectuelle. Schopenhauer nous donne les lunettes pour voir au-delà du vernis de l'éloquence, pour percevoir les rouages cachés de la manipulation. Il nous invite à ne jamais accepter un argument sans l'avoir soumis à un examen rigoureux et à ne jamais faire confiance aveuglément à la rhétorique, quelle que soit sa source. En fin de compte, comment le lecteur peut choisir de s'en servir avec sagesse? La sagesse ici réside dans la modération et l'éthique. Il s'agit de comprendre que la connaissance des stratagèmes n'est pas une licence pour la malhonnêteté, mais une invitation à la vigilance. Nous pouvons utiliser cette connaissance pour identifier les manipulations, les dénoncer si nécessaire, et ainsi protéger le dialogue d'une dérive vers la pure joute de pouvoir. Nous pouvons choisir de ne pas nous laisser entraîner dans les querelles stériles, mais de privilégier les échanges où la recherche de la vérité et la compréhension mutuelle restent les objectifs premiers. L'héritage de Schopenhauer est donc un avertissement, une mise en garde puissante contre les pièges de notre propre intellect et de celui des autres. Il nous offre un éclairage crucial sur la nature imparfaite des interactions humaines et sur la distance qui sépare souvent l'idéal du dialogue de sa réalité. En lisant Schopenhauer, nous ne devenons pas nécessairement de meilleurs manipulateurs, mais nous avons l'opportunité de devenir des penseurs plus lucides, des auditeurs plus critiques et des participants plus conscients dans le grand théâtre des idées. C'est un outil pour défendre notre esprit contre les assauts de la mauvaise foi et peut-être pour inspirer par notre propre intégrité un débat plus honnête dans le monde. La sagesse n'est pas dans la victoire sans scrupule, mais dans la clarté de la vision et la fidélité à soi-même.